Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix, comme tous les jours de 18h à 20h avec Philippe David. Oh, good evening. Good evening, how are you? L'appellation à l'anglaise, I'm fine, thank you very much indeed. Thank you so much. Alors mon anglais est bien moins bon que celui de Philippe Bilger, mais... Philippe Bilger. C'est clair. C'est d'ailleurs très ironique. In English? In English, I am very pleased to be here. Today. Wednesday. Bravo. With my friend Michael Sadden. C'est très ironique que d'ailleurs Philippe soit une marque de tondeuse en anglais. Ouais. Je ne fais pas du tout référence à votre site. Non, pas du tout. C'était subliminal. En l'occurrence, Philippe Bilger est avec nous. On est ravis de le retrouver. Michael Sadoun, chroniqueur politique et consultant. Ça va, Michael? Ça va et vous? Oui, plutôt pas mal. On est très heureux de vous accueillir et avec un joli cadeau de Noël. On peut le faire, ce cadeau de Noël? Et ben voilà. Le sapin de Noël Sud Radio. Et ben voilà, puisqu'on est allé sous ce joli sapin de Noël que chacun d'entre nous a gentiment décoré. C'est voilà. vrai. Chacun a mis sa boule, si je puis me permettre. Toute la bonne volonté du monde en plus. Oui, bah écoutez, J'ai pas mis ma boule encore. vous n'avez pas gardé les pour vous. Allez. Je vous en prie. Il va prendre celle de Philippe David. Oh là là, allez, un peu de sérieux. Et c'est un très joli cadeau. On est très heureux de vous l'offrir puisque c'est un séjour pour deux au Château Beaupin à Marseille, situé à quelques minutes de la plage de la Pointe Rouge. Le Château Beaupin vous offre donc grand ses portes et c'est une très belle demeure du 19e siècle aux éléments architecturaux classés. Donc je vous assure que moi j'ai la photo sous les yeux, je vous la montre. C'est magnifique, ça donne envie. Et ce sera certainement pour vous. Alors vous allez envoyer un petit SMS, vous allez écrire sapin, vous allez l'envoyer au 7 20 18 et nous aurons l'immense chance de vous avoir en ligne, en direct sur cette antenne et on sera ravis de vous l'offrir. Allez tout de suite, le sommaire de cette émission et on va revenir sur le sujet de cette proposition pour le moins étonnante qui est porté par le député RN Jean-Philippe Tanguy qui annonce vouloir déposer une proposition de loi pour rouvrir les lieux de prostitution en France, Philippe. Et on vous pose cette question, réouverture des maisons closes, est-ce la fin de l'hypocrisie sur la prostitution? Eh bien vous dites oui à 88%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et on va revenir aussi sur ce rapport, sur le casse du Louvre, visiblement accablant, enchaînement de manquements, surveillance vétuste, coordination déficiente, transmission d'informations lacunaires, morcellement des responsabilités et la liste est encore malheureusement très longue. Et on vous pose cette question, commission d'enquête du Louvre, faut-il des sanctions contre la direction? Eh bien vous dites oui à 94%, on attend encore et toujours vos réactions au 0826 300 300. Et François-Louis Bourneau check vos messages sur Facebook et sur Twitter, donc laissez-lui des messages et il les lira bien entendu en direct à l'antenne. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 20h, tout de suite le grand débat du jour. Le Rassemblement national veut rouvrir les maisons closes. Alors toi, là, qu'est-ce que tu veux? Baiser. Les femmes qui sont aujourd'hui exploitées par des proxénètes qui sont sur le bord de la route. La guerre des trottoirs va enfin commencer. On voit bien que la prostitution s'est même banalisée dans notre pays. On n'a pas de protecteur. Que cette pratique puisse être encadrée. Police des mœurs, nous allons procéder à une inspection. Et surtout que ces femmes puissent être protégées. Maison close. Nouvelle saison inédite. Les vraies voix Sud Radio. Et c'était Julien Audoul qui était chez Magali Berda. On vit pas dans la même France et c'était lundi avec ce numéro de téléphone 0826 300 300. Et c'est Cédric qui est avec nous de Bordeaux. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Très impressionné par vous. Par qui? Par tout le monde. Ah, mais vous êtes le bienvenu, Cédric. Vous êtes comme à la maison chez nous. C'est la maison Sud Radio. Sur cette nouvelle information sur cette proposition de loi de Jean-Philippe Tanguy, est-ce que vous êtes plutôt enclin à cette réouverture des maisons closes? Non. Parce que le point central quand même ce sont les femmes et je pense qu'on ne peut pas traiter comme ça ce genre de choses aussi facilement. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. La prostitution c'est quelque chose d'extrêmement sérieux
Il faut faire attention. Je crois que on maîtrise pas les choses. Les hommes politiques veulent faire des choses bien et chacun a sa place. Mais là, quand même, les femmes dans ce milieu-là, c'est quand même quelque chose de très très particulier. Dire qu'on va, entre guillemets, réouvrir la possibilité de réouvrir les maisons closes, il y a un problème sanitaire, il y a un problème social, il y a un problème... Ça va au-delà, quoi. C'est pas si simple. Je pense pas que ça soit si simple. Et dire qu'on va réouvrir et qu'on va traiter le problème assez facilement comme ça, j'y crois pas trop. Alors, il n'y a pas que les femmes qui se prostituent, bien entendu, il y a des hommes aussi. Bien sûr. Restez avec nous, Cédric, merci pour ce témoignage. Philippe Bilger. Là, ma chère Cécile, comme je découvre peut-être une nouvelle version des vraies voix, on développe notre point de vue complètement. Où vous répondez à Cédric en disant moi je suis pas d'accord ou je suis d'accord. Voilà, disons que je ne suis pas totalement en accord avec lui et pour précisément, je dirais que en ne connaissant pas le sujet de manière aussi approfondie que Philippe David, j'ai l'impression que les maisons closes, d'abord, il n'y avait pas de quoi susciter une indignation comme cette proposition l'a suscité. Ensuite, je crois que sur le plan sanitaire, sur le plan de la centralisation, si j'ose dire, c'est plutôt rassurant, plutôt que de voir cet univers égaillé avec des problèmes de proxénétisme multipliés qui n'existeraient pas dans une maison close. Et comment dire, et je le dis sans la moindre ironie, on les baptise travailleuses du sexe. Eh bien, il me semble que dans des maisons closes, l'expression serait beaucoup moins ridicule. On saurait que dans ces endroits consacrés au sexe tarifé, eh bien, en effet, il y a là des professionnels qui offrent aux hommes le plaisir qu'ils désirent sans être dominés. Vous parliez d'hypocrisie, Philippe. Oui, j'avais fait un coup de gueule d'ailleurs il y a quelques temps. Alors, pour répondre à notre ami Cédric de Bordeaux, j'avais fait un coup de gueule parce qu'en Belgique, c'est un métier dans lequel les femmes, alors théoriquement, il n'y a pas de proxénète, comme c'est géré, comme en Espagne, comme en Allemagne. Elles cotisent pour leur retraite, elles cotisent pour leur maladie. Les maisons closes payent de la cotisation foncière des entreprises, payent des impôts. Alors que quand c'est dans des camionnettes au bois de Boulogne, à Gerland, à Lyon, ou le long du canal du Midi à Toulouse pour faire un peu le tour de France. Vous connaissez bien les endroits. J'ai allé sur le terrain. Non, mais pas à ce point. Et donc, je vais vous dire, c'est beaucoup plus glauque. Et là, pour ce que disait Cédric, en termes sanitaires, il y a des contrôles. Au moins, ça paye des impôts, ça paye des charges sociales. Parce que ce que j'adore, c'est que les dames patronesses de la morale qui ont pénalisé les clientes prostituées, est-ce que ça a arrêté la prostitution ? Jamais de la vie. Et moi, je vais vous dire une chose, permettez que je termine très court. Un jour, il y avait un homme qui m'avait fendu le cœur en écoutant l'émission de Brigitte Lahaie, elle parlait de la prostitution, et il disait, moi j'ai ma femme qui est très gravement malade, qui est à la maison dans un lit, qui dit, moi je peux pas la toucher, parce qu'elle est inconsciente, etc. Et il dit, de temps en temps, je vais voir une prostituée. Eh bien écoutez, moi, qui suis-je pour faire la leçon de morale à cet homme ? Est-ce qu'il doit attendre, tant que sa femme est vivante, de ne jamais avoir une relation ? Parce que, est-ce que c'est plus moral d'être avec une femme mariée qui trompe son mari ou d'aller voir une prostituée? Moi, contrairement à toutes les dames patronesses, je ne donne de leçons de morale à personne. Vous ne pourriez pas. Oui, c'est ça. Moi, je respecte évidemment le point de vue de l'auditeur, mais Cédric, mais je suis absolument pas d'accord avec lui. D'abord, il faut pas vivre dans l'illusion qu'on va supprimer le métier de prostituée. Voilà. C'est le plus vieux métier du monde et on ne le supprimera pas. Que vous le légalisiez ou non, il y aura toujours des femmes qui seront prêtes à vendre leur corps pour satisfaire le désir d'hommes, qui seront prêts à payer pour satisfaire leur désir. Ou des hommes avec... Ou des hommes, mais bon, en général, en généralité, on va dire que c'est comme ça que ça se passe. Et je préfère que ces femmes-là soient dans un cadre sécurisé, sanitaire. D'ailleurs, en France, vous savez, c'est Napoléon Bonaparte qui a mis en place le système un petit peu de sécurité et de santé pour les prostituées en 1804. Ça a duré jusqu'en 1946. Je pense que c'était un meilleur système dans lequel les femmes
en général, ou en tout cas moins, n'étaient pas dans la rue, etc. Et d'ailleurs, les pays dans lesquels ça se fait aujourd'hui, c'est légalisé par exemple en Hollande depuis 2000 et en Nouvelle-Zélande depuis 2003. Il y a eu des études qui ont été faites et qui ont montré que ça améliorait relativement la situation de la sécurité pour les prostituées. Donc moi, évidemment, j'y suis très favorable et j'y suis très favorable depuis toujours. 0826 300 300, c'est comme Cédric, hein, vous pensez que vous êtes contre. Cédric, qu'est-ce qui vous gêne finalement? C'est le fait qu'on valide ou qu'on confirme le fait que la prostitution existe, parce que quand finalement on a les yeux fermés sur pas mal de choses, mais Philippe David a raison, c'est-à-dire que la prostitution elle est partout et en plus malheureusement aujourd'hui chez les étudiantes aussi. Oui. Oui, mais bien sûr moi je ne suis pas contre dans tout ce que vous dites, bien évidemment. Dire que ça va être encadré, que ça va être entre guillemets protégé ou autre, ou qu'on va faire bien les choses, moi bien sûr, bien évidemment qu'il faut aller dans ce sens-là. Et oui, bravo pour la Belgique, bravo si on arrive à avoir des fiches d'impôts, etc. Ce que vous voulez, d'accord. Maintenant, je ne suis pas certain qu'en France, on soit capable d'avoir ce système-là en place pour que l'on puisse faire bien les choses pour ces femmes-là, tout simplement. Moi, c'est dans ce sens-là que je veux aller. Et je suis pas certain déjà qu'on a du mal à gérer certaines choses entre guillemets simples, que ce soit dans l'éducation ou autre. Là, on vient rajouter. C'est vrai que c'est pas facile. Ce sera pas facile, ça, c'est certain. Je suis pas certain que ça soit si simple que ça, à mon avis. C'est pour ça que je dis ça, que je suis contre. Voilà. Sinon, oui, je serais pour. Allez, si comme Cédric, vous voulez réagir, c'est le 0826 300. Cédric, vous restez avec nous, on revient dans un instant, on fait une petite pause. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et on revient toujours sur cette question de Jean-Philippe Tanguy qui prépare une proposition de loi pour réautoriser les maisons closes interdites en France depuis 1946. On parlait de l'étranger, c'est le cas de toute façon de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Grèce, de la Hongrie, de la Belgique, de la Lettonie, des Pays-Bas, de la Suisse. Donc on se dit, est-ce que finalement on ne devrait pas, entre guillemets, et bien sûr s'engouffrer dans la brèche, de se dire qu'on peut régler le problème, ce qui n'évitera pas les dérives, mais en tout cas régler ce problème. Sûrement, d'ailleurs, la France utilise trop peu les exemples étrangers dans tous les domaines où ils pourraient nous donner des leçons. Là, surtout, comme le disait très bien Mickaël, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'aborder un débat qui est fondamental, et on peut en effet considérer que les maisons closes avec un contrôle, une vigilance absolue sur tous les plans qui pourraient nous inquiéter, et notamment que, en réalité, les macros ne soient pas remplacés par un directeur, une directrice plus impitoyable que les macros qui sont dans la liberté de la rue. Eh bien, c'est une question à aborder très sérieusement. Je crois que Jean-Philippe Tanguy expliquait qu'il voulait que ce soit un groupement qu'elle se gère elle-même. Oui, mais déjà, n'oublions jamais une chose. Les mafias qui font venir, notamment les prostituées africaines, c'est très souvent la mafia ghanéenne, par exemple, ou nigériane qui les fait venir. À l'époque, les filles des pays de l'Est, quand le rideau de fer est tombé, c'était la mafia albanaise, etc. Vous voyez ce que je veux dire, la mafia russe. Donc, c'était vraiment du trafic d'êtres humains. Si là, vous organisez, elles font leurs affaires entre elles, ou alors, comme en Espagne, par exemple, où les filles louent une chambre à la journée et après elles se débrouillent avec les clients, etc. Moi, j'ai pas de problème. En revanche, moi, je suis pour les maisons closes, mais je suis pour une lutte sans merci contre le proxénétisme. Parce que ces gens-là sont des trafiquants de chair humaine, et eux, il faut être très, très, très dur avec eux. Mais une personne qui dit, moi, j'ai pas envie d'aller travailler à l'usine, j'ai envie plutôt de travailler avec mon corps pour gagner plus d'argent et me payer ce que je veux, etc., je ne sais pas qui peut lui dire, mais madame ou monsieur, vous n'avez pas le droit, son corps, on en est propriétaire aux dernières nouvelles. Et un autre avantage, Cécile, sur lequel on n'a pas insisté, c'est que ça permettrait véritablement un contrôle. On n'aurait plus des filles de 12-13 ans dans ces endroits-là. Bien sûr. Cédric, est-ce que ça veut, en matière de morale, est-ce que ça vous pose un problème ? Il y aura toujours cette question-là de morale, bien sûr. Mais
Après, le sujet est quand même, moi ça me touche quand même ce genre de choses. Voilà, je suis assez sensible à ça, donc ouais, ça pourrait me gêner un petit peu. Ouais. Est-ce que vous, autour de la table, moralement quand même, ça vous gêne? Non, mais non. Disons, je ne peux pas dire que je sois enthousiaste de ce métier de travailleur ou de travailleuse du sexe. Oui, mais en même temps, à partir du moment où ça répond à un besoin fondamental, je ne vois pas de raison de le tourner en dérision, encore plus de le suivre. On n'y arriverait pas. Moi, je pense que pour certaines filles... Oui, il est sauvage, oui, il est organisé. Pour certaines filles, c'est une nécessité et évidemment, ça suscite ma peine. Pour certaines filles, c'est un choix. Je vous le redis, je vous ai parlé la dernière fois. Je vous ai parlé de la dernière fois d'OnlyFans. Le principe d'OnlyFans est à peu près le même. Et il y a des millions de femmes qui sont sur ce réseau. Elles vendent leurs photos, elles contactent un client, elles plaisent à un client, il leur dit on se rencontre, elle dit oui, non, peut-être, tu me donnes tant d'argent. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que vous voulez que je le déplore? Si vous voulez, je le déplore. Mais c'est dans la nature des hommes et c'est le plus vieux métier du monde, encore une fois. C'est en général sur la liberté du choix qu'on s'interroge. C'est ça. Oui, merci en tout cas Cédric de votre témoignage. Merci en tout cas d'échanger avec nous et c'est le principe des débats sur Sud Radio. Parlons vrai, 0826 300 300. Et tout de suite, et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et si vous étiez ministre de la fonction publique? Et c'est Sandrine de Florence qui est avec nous. Madame le ministre, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans votre agenda extrêmement chargé. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, quelle serait pour vous cette première mesure après avoir été nommé? Ma première mesure, ce serait de mettre vraiment le personnel nécessaire, le personnel sur le terrain en fait, dans les établissements qui accueillent les établissements médico-sociaux, nos EHPAD, nos établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Et mettre vraiment le personnel indispensable quand on sait que les collègues en EHPAD font 12 ou 13 toilettes de personnes dépendantes le matin et que les ARS trouvent ça normal en fait. Et que l'État trouve ça normal que les nanas fassent des toilettes à la fronde le matin, sans prendre soin vraiment de nos anciens, de nos vieux. Oui, sachant qu'il faut porter souvent les personnes qui ont une pénibilité, que c'est lourd, c'est compliqué. Puis il faut prendre soin de ces filles. Enfin, ces gens sont en fin de vie, ils ont passé une vie à travailler. Ce sont les dernières années et les pauvres, on prend 5 minutes pour les doucher le matin, pour les laver. C'est vrai. Moi je sais pas, mais j'ai 50 balais, je me dis dans 30 ou 40 ans, j'y serai peut-être, j'ai pas envie de ça, quoi. C'est vrai. J'ai pas envie qu'on me fasse déjeuner à la fronde, j'ai pas envie qu'on me douche en deux, j'ai envie d'avoir un vrai lien avec la personne qui va s'occuper de moi, et elles n'ont pas le temps, les collègues n'ont pas le temps. Oui, c'est vrai qu'elle a raison. Et en même temps, il faut revaloriser les salaires aussi des gens de terrain de la fonction publique, parce qu'il y a un bashing terrible aujourd'hui contre les fonctionnaires, 160 000 fonctionnaires de plus, mais punaise, mais les mecs sur le terrain, on en a besoin. Et si les salaires ne sont pas à hauteur de l'engagement, parce qu'on travaille 365 jours par an, ça ne ferme jamais ces établissements. Ah oui. Dimanche jour férié, le jour, la nuit. Sandrine, petite réaction de Mickaël. Non, moi j'allais aller plus loin évidemment, mais Sandrine l'a dit après. Moi, c'est augmenter d'abord les salaires des femmes qui font ce genre de métier, que je trouve vraiment héroïque, vraiment héroïque. Et je parle évidemment des infirmières, mais je peux penser à d'autres types de salariés de la fonction publique que je trouve essentiels, les policiers ou les professeurs, etc. Mais les infirmières et les personnes des établissements médico-sociaux, évidemment en premier. Mais quand même contrebalancer d'une chose, c'est que dans un contexte où on doit quand même faire des économies, ça demande quand même, notamment dans la santé, le système social, etc., de licencier un certain nombre de personnes qui sont dans la pure administration et qui eux se passent des feuilles toute la journée. Font des plus de gens sur le terrain, mieux payés, mais moins de gens dans les bureaux quand même. Madame le ministre, merci en tout cas Sandrine de Florence, et puis vous embrassez les équipes pour nous bien entendu, parce qu'on sait combien c'est important en tout cas de vous avoir, et quand on vous entend, forcément on se projette en avant. Merci d'avoir accepté cette invitation. Dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix avec Philippe David. La France peut basculer dans la violence politique, et je pense que Nicolas Sarkozy a raison en disant ça. Philippe Bilger. Les salariés, les chômeurs, une enquête l'a démontré, ne sont pas très heureux. Et Mickaël Sadoun?
Sarkozy casse le tabou de la diabolisation du RN et je trouve que c'est une excellente chose. Et n'oubliez pas que François Louis est en train de scruter vos petits messages sur Twitter et sur Facebook et vous allez peut-être passer à l'antenne. Allez, soyez les bienvenus, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et je suis entourée de charmants garçons, Philippe David, Philippe Bilger, Mickaël Sadoun et vous au 0826 300 300. Et c'est Aude qui vous attend, bien entendu, si vous voulez partager, débattre avec eux quand vous avez l'impression qu'ils disent n'importe quoi. Parlons vrai, c'est écrit sur nos murs et c'est important pour nous. Allez tout de suite le tour de table de l'actu. À table, c'est vrai. Non, j'avoue que j'ai pris un petit goûter. Vous connaissez? C'est sûr qu'on se connaît, c'est le seul bourgeois de la cour qui achète le pâté à la livre. Non, je préfère manger les saucisses. Et j'adore le couscous. Moi, j'adore le lard. Il y a la choucroute, les spätzle, etc. Ça me donne faim. Un prince de la fourchette. Enfin, sauf qu'il peut avec les doigts. Hein. Mais c'est pas très bon pour le régime, mais comme vous m'appelez culbuto, Cécile. Ne vous inquiétez pas, Philippe David, je vous mordrai dedans quand même, même si vous êtes pas aimé. Bon appétit, bien sûr. Le tour de table. De l'actualité. On a imité ma voix, c'est pas possible. Ah non, mais déjà mordu. Philippe David, la France peut basculer dans la violence politique selon les propos de Nicolas Sarkozy. Oui, des propos qu'il a tenus dans une interview donnée au Point à Franz-Olivier Gisbert. Je cite, la situation est grave, car depuis près de 70 ans, les conditions d'une explosion ont rarement été à son point réunies dans notre pays. Si on observe l'histoire, on peut se dire que nous sommes à la veille de ce qu'on appellera un changement de régime. On peut le souhaiter ou le redouter. Il risque de se produire. Les siècles passés nous ont montré que chez nous, les changements de régime ne se sont jamais faits sans violence. Fin de citation. Et je trouve que c'est tout à fait vrai. La France n'a jamais su se réformer que dans la douleur, la violence et le sang. Et je pense que dans ce domaine, Sarkozy a très possiblement, je préfère dire possiblement que probablement raison. Moi, je ne sais pas de quoi l'avenir va être fait, mais je n'ai jamais vu une France aussi divisée, aussi fracturée, aussi incandescente et où une étincelle pourrait mettre le feu aux poudres. Et je suis très inquiet et je partage totalement le diagnostic de Sarkozy. Ouais, Mickaël. Il faut bien voir que dans l'histoire de notre pays, il n'y a peut-être pas eu des situations comparables à celles d'aujourd'hui, mais assez régulièrement, on a eu un discours catastrophique qui laissait entendre qu'on allait changer de régime. Donc peut-être, je trouve que son analyse mérite d'être écoutée parce qu'il a du flair dans ce domaine, mais je ne garantis pas l'explosion qu'il annonce en réalité. J'allais dire au début sensiblement la même chose, c'est-à-dire que je fais quand même confiance au jugement de Nicolas Sarkozy, qui a du flair évidemment en politique et personne ne le niera, mais d'abord, je pense qu'il le dit parce qu'il n'a pas l'air en excellente entente avec Emmanuel Macron en ce moment. Donc je pense que ça lui met un petit caillou dans la chaussure du président de la République quand il dit un truc comme ça. L'autre chose, c'est que je pense qu'on en fait beaucoup sur le chaos politique, la France déstabilisée, etc. Regardez Sébastien Lecornu, il a trouvé des petits arrangements, finalement il a réussi à faire passer le PLFSS en dépit de toutes les prédictions catastrophiques sur le sujet. La situation économique de la France est pas si mauvaise que ça, contrairement à ce qu'on pense, sur la croissance, l'emploi, etc. Et tout, ça va pas 1%. Si mal que ça. Voilà, on n'est pas dans le top de l'Union européenne, mais on n'est pas dans une situation de récession. Il y a eu une inflation qui a relativement baissé. Je veux dire, franchement, pour moi, on n'est pas dans une situation catastrophique. La situation économique est catastrophique. On a un nombre d'usines qui sont en train de fermer, qui sont considérables, et dans tous les coins de France, de la petite ville à la grande ville. Et il y a d'autres indicateurs qui vont. Non, mais désolé, je pourrais faire le catastrophe en disant c'est la catastrophe et Macron machin. Je suis d'accord. Non, mais ici c'est moi qui râle. Je suis d'accord. Et pour remettre l'église au centre du village. Mais je suis d'accord pour gueuler sur le bilan de Macron. Je suis le premier à le faire. Il est dramatique sur tout un tas d'indicateurs. Oui, c'est les vases communicants. Ça va mal d'un côté, mais ça rééquilibre de l'autre. Voilà. Mais franchement, sur est-ce que la France va basculer en guerre civile, j'ai envie de te dire, les gens déjà tremblent pour voter pour le RN. Donc est-ce qu'ils vont descendre dans la rue avec des armes à la main? Je suis pas sûr qu'ils soient encore prêts. Tu vois ce que je veux dire? Je rebondis sur ce que vous vouliez évoquer, toujours sur Nicolas Sarkozy, qui brise selon vous le tabou de la dédiabolisation du RN. Ah oui, bien sûr, parce que ça, dans son journal d'un prisonnier, Nicolas Sarkozy dit donc qu'il a eu un échange avec Marine Le Pen dans lequel il lui dit notamment, il lui promet qu'il ne participera plus au fameux barrage républicain qui s'oppose au RN à chaque élection depuis je ne sais combien de dizaines d'années. Et évidemment, suite à ça, il y a
certaines personnalités des Républicains. C'est un gros coup de tonnerre dans la politique parce que traditionnellement, la droite républicaine veut marquer cette espèce de démarcation qui a d'ailleurs été faite par François Mitterrand, donc elle l'a reprise à son compte alors qu'elle aurait jamais dû le faire selon moi. Mais suite à Sarkozy, comme il a encore un leadership énorme dans la droite républicaine, il y a des figures qui se manifestent et qui disent, notamment dans la perspective des élections municipales, peut-être que ce serait pas si bête de faire des alliances avec le RN dans le contexte politique actuel et dans le contexte quand même de faiblesse relative des Républicains. Donc moi je trouve que c'est une excellente chose. Nicolas Sarkozy n'a jamais fait dans la diabolisation. En 2007, il n'a pas fait dans la diabolisation. Au contraire, il a parlé aux électeurs du Front National à l'époque. C'était pas le Rassemblement National. Le Front National, il leur a parlé à l'époque. Donc faut voir comment il était diabolisé dans la presse. Les gens disaient que Sarko était un facho, un fasciste. Alors qu'aujourd'hui, il passe pour un grand sage. Mais je répète, pire, un nazi, rappelez-vous l'affiche des jeunes socialistes qu'il mettait avec une petite moustache quand même. Évidemment. Donc je pense que c'est une très bonne chose. En 2022 non plus, il n'a pas diabolisé Éric Zemmour. Souvenez-vous, il a même refusé le qualificatif d'extrême droite à Éric Zemmour. Donc Sarkozy, je pense qu'il a raison. Nicolas Sarkozy d'ailleurs, le président Nicolas Sarkozy a raison. Parce que d'une part, il a été attaqué dans son histoire et il sait ce que c'est l'injustice que d'être traité d'extrême droite et mis au banc de la société, etc. Et tout. Et d'autre part, c'est un homme d'une grande intelligence qui ne fait pas de la morale, mais de la politique. Philippe. Allez-y, lâchez-vous, Philippe. Continuez à dire du bien de Nicolas Sarkozy. Sa position, tout de même, a été très discutée à gauche. Mais je le rejoins pour deux raisons. D'abord, il est le seul qui n'a jamais donné de leçon de morale et qui, de manière pratique, a diminué le RN en 2007. Évidemment. Très clairement. Et deuxième élément, même à l'époque où il pouvait être discuté dans son rapport avec la droite républicaine, il n'a jamais maltraité par le verbe et par le comportement les dirigeants et les électeurs du RN. Donc, Michael, je vous rejoins. Contrairement, par exemple, mais par exemple, comparé à Xavier Bertrand, qui lui, dès qu'il en a l'occasion, tape à bras raccourcis sur le RN, mais comme si c'était un héros. Franchement, je trouve cette stratégie non seulement ridicule, mais en plus totalement contre-productive. Qu'est-ce qu'il n'avait aucun sens. Après, vous a répondu quoi? À sa décharge, il tient sa ligne depuis des années. C'est-à-dire qu'il n'a pas bougé. Et je trouve que c'est une ligne ridicule depuis des années. Et qu'est-ce qu'il peut dire à Nicolas Sarkozy? Que c'est un facho, alors que Nicolas Sarkozy est un peu le fils politique de Chirac et de Balladur. Nicolas Sarkozy, c'est un facho, alors que Xavier Bertrand ose dire ça de l'ancien président de la République. Aujourd'hui, Xavier Bertrand est dans une autre optique qui veut à tout prix se distinguer de la droite républicaine. Il est pour le Front républicain, et puis deuxième élément, il est pour l'audiovisuel public tel qu'il est aujourd'hui. Un petit mot sur les Femen et sur l'énorme succès, parce que quand vous regardez les vidéos et les fils sur les trottoirs, Philippe Bilger, c'est incroyable. On a l'impression qu'il a retrouvé un regain de Nicolas Sarkozy. Oui, vous pouvez modérer ce que je viens de dire, d'accord. Il y a quelque chose qui me gêne un petit peu, mais c'est le fait qu'il y a un processus judiciaire qui va se dérouler début 2026, et à côté de cela, il y a une effervescence médiatico-politique que je trouve, mais de mon point de vue, choquante par rapport à un homme, certes présumé innocent, puisqu'il a fait appel, mais tout de même qui est dans une période qui devrait susciter un peu plus de retenue, me semble-t-il, et d'abstention. Mais c'est la France, c'est un ancien président, et il aura beaucoup de succès avec ce livre. Et contrairement à ce que certains ont prétendu, et moi-même croyant une rumeur, c'est lui qui l'a écrit, et il l'a écrit du premier mot jusqu'au dernier, en étant pris. On n'aura pas beaucoup le temps de commenter, si on ne vous laisse pas la parole, Philippe Bilger, sur l'emploi. Ce sera très rapide, ma chère. 2 Français sur 3 estiment que la conjoncture se dégrade, selon une enquête de l'UNEDIC, l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Voilà, alors le fait qu'il y ait une telle majorité
aujourd'hui n'a rien d'étonnant de la part des chômeurs, bien sûr, qui se trouvent dans une situation difficile, et les salariés eux-mêmes ne sont pas assurés de leur futur. Alors, des deux côtés, il y a un pessimisme, et ce qui est troublant, c'est que la réalité n'est déjà pas brillante, mais lorsqu'on les interroge sur la réalité française, chômeurs et salariés, dans leur pronostic, aggrave le constat. Autrement dit, on pense qu'il y a encore plus de chômeurs qui n'en existent, et c'est le signe que vraiment ça va mal au propre et au figuré. Alors moi je suis bien d'accord, on a un nombre d'usines qui sont en redressement judiciaire, en liquidation, en cessation de paiement, donc qui ferment, qui est absolument terrifiant. Moi j'ai regardé une carte pas plus tard que ce matin en préparant les sujets de l'émission, mais j'étais effaré. Il y a pas une région de France où il n'y a pas au moins 4, 5, 6, 7 usines qui ferment. Et puis avec parfois 25 salariés, mais parfois c'est 300, 400, 500, 600 salariés. Et n'oublions jamais une chose, un emploi dans l'industrie directe, c'est 3 emplois indirects. Donc je ne vous dis pas, les conséquences enchaînent. Michael, ça donne 45 secondes. Oui, la situation de l'emploi est pas bonne, il y a un record de faillite d'entreprise, est-ce que vous voulez. Néanmoins, je tiens à le dire, il y a quand même, et les analystes se posent la question du pourquoi, il y a quand même des résultats dans l'économie française qui sont pas si mauvais, notamment dans les secteurs porteurs pour la France, le luxe, l'aéronautique, etc. Les gens ont été surpris par les résultats, par exemple, d'LVMH récemment. Donc tout n'est pas perdu. Après, moi je trouve que le principal truc pour la perspective de l'emploi, c'est évidemment l'émergence de l'intelligence artificielle, et ça, je pense que tout le monde va morfler, mais pas que la France. Je pense que le monde entier va morfler. Merci messieurs. Allez, dans un instant, l'info en plus, on reviendra sur ce scandale. Ce petit garçon de 8 ans filmé en train d'être tondu dans un foyer éducatif. On en parle dans un instant. Petite pause, soyez les bienvenus. 0826 300 300, et c'est Aude qui vous attend. À tout de suite. C'est intéressant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et je vais faire l'appel, les amis. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble tous les jours de 18h à 20h. Vous pouvez nous regarder, bien entendu, sur notre chaîne YouTube. Vous abonner si toutefois vous ne l'étiez pas. Vous pouvez bien entendu nous retrouver sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter, sur partout. De toute façon, vous tournez la tête, on sera là. Quoi qu'il arrive, on est derrière vous. Vous inquiétez pas. Si vous êtes au volant, ne tournez pas la tête en écoutant sur Les Vraies Voix. Si vous faites un tour complet, mais c'est assez rare. Autour de cette table, Philippe David, bien entendu, Philippe Bilger, et avec nous Michael Sadoun, et vous donc au 0826 300 300. Allez, tout de suite, c'est l'info en plus. Les Vraies Voix Sud Radio. Et c'est une histoire assez terrible, ce jeune garçon de 8 ans filmé en train d'être tondu dans un foyer éducatif, François-Louis. Oui, les faits remontent déjà à février 2025, où des éducateurs se sont filmés en train de raser la tête d'un mineur dans un foyer parisien. En février dernier, donc, le parquet de Paris a annoncé cette semaine l'ouverture d'une enquête après avoir été saisi par la ville de Paris. Philippe Bilger, quand vous entendez cette information, on a l'impression de rêver quand même. Absolument, même si j'ai cru comprendre qu'ils avaient donné comme argument au départ qu'il avait des poux, de toute manière, quelle que soit la raison, on ne traite pas un petit bonhomme de cette manière indigne au su et au vu de tout le monde, en jouissant de l'humiliation concrète. Les messages envoyés par WhatsApp sont juste immondes en fait. Désolé, pour les poux, quand on a des enfants, ça peut arriver, même si vous l'avez, vos enfants qui ont une bonne hygiène et tout, il y a deux choses, Lantinol et, on peut citer des marques, Lantinol et Marie-Rose, je sais, moi j'ai jamais eu de poux, j'ai eu cette chance, mais un de mes enfants en a eu à l'école primaire. Je peux vous dire que j'aurais jamais tondu mon enfant. Mais c'est quoi ces trucs-là? Moi j'en avais, je veux dire que c'était peigne fin tous les soirs, etc. Et Lantinol ou Marie-Rose, c'est ça? Oui. Mais pour revenir au sujet, entre eux, les enfants qui maltraités par des animateurs extérieurs à l'école, entre eux, là on a entendu Yael Braun-Pivet forcément qui dit ce sont effectivement nos enfants. Et à un moment donné, il faut trouver des solutions. Ça veut dire que où il y a un problème de formation, où il y a un problème de supervision.
Oui, absolument, de formation, c'est clair. Ou alors un défaut absolu de sensibilité chez des éducateurs ou chez ces gens qui s'occupent de ces enfants et qui les traitent profondément comme s'ils n'étaient pas des enfants. Vous avez raison, Cécile, c'est le rapport qu'on entretient avec des enfants. Je veux dire qu'il y ait de l'autorité, qu'il y ait de la fermeté, mais on n'oublie pas que ce sont des enfants. C'est fondamental. Vous savez, je pense que tous les métiers de l'éducation, du pion au professeur, au principal même, ont été archi dévalorisés par l'époque contemporaine, la marchandisation, la financiarisation de tout, appelez ça comme vous voulez. Hein. La sexualisation. Je pense que l'éducation est une valeur qui est moins importante à notre époque et que de cette manière-là, les gens ont simplement délaissé leurs enfants. Voilà. Donc moi, quand je demande par exemple des salaires plus élevés pour les professeurs, c'est pas la faute des parents, c'est la volonté des examinateurs. Non, bien sûr, mais je trouve que c'est. Non, je pense sincèrement qu'il y a une déconsidération collective de ces métiers et que la répercussion, c'est que les enfants sont moins bien traités parce que on laisse rentrer dans le système éducatif des gens qui n'ont pour seul avantage que d'être là et pas d'avoir la compétence ou l'envie d'être là. Et donc, mais ça n'a rien à voir avec les parents. Les choses se sont dégradées en général. Ils sont pas responsables, les parents. Tous, pour le coup. Parents, toute la société. Toute la chaîne. Ah ouais, toute la société. Je pense que d'une manière ou d'une autre, on est tous coupables de ça parce qu'on a déconsidéré ces métiers et qu'on les a laissés en déshérence. Voilà. Alors, moi, je crois qu'il y a quand même une chose. Le recrutement des personnels pour s'occuper des enfants. Alors, je ne vais pas revenir sur le scandale des agressions sexuelles dans des écoles de Paris. On en a parlé dans Les Vrais Voix il y a quelques jours. Là, quand on voit ce qu'ils disent, ça fait grave stylé, le gamin... Non mais, excusez-moi, déjà, on ne dit pas ça fait grave stylé. Désolé, on ne parle pas comme ça à des enfants... Non mais vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je peux t'en faire des tartines. J'ai des étudiants qui ont 25 ans qui parfois ont du mal à arriver au bout d'une phrase. Donc je peux te dire la catastrophe éducative que j'ai devant les yeux. Et pas qu'en termes de niveau éducatif, en termes d'attitude, de participation au collectif, de volonté individuelle, de sympathie, de contact avec les autres. On ne se rend pas compte. La génération Covid plus TikTok plus éducation à volo, c'est du n'importe quoi. Non mais c'est terrifiant. C'est une génération perdue à vous entendre. Mais pour revenir à ça, le recrutement. Comment les gens sont-ils recrutés? Alors malheureusement, quand quelqu'un a une dérive... mais là, ça fait quand même beaucoup de cas, non? Allez, on va au 0826 300 300 avec un témoignage. Jean-Claude est avec nous. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Sud Radio. On vous écoute, Jean-Claude. J'appelle d'Albi. Et concernant le petit, je voulais dire clairement, c'est que tout le monde sait tout, mais personne ne fait rien. C'est comme avec l'association ASE. Ouais. On place les petits dans la gueule du loup, pour ainsi dire. Voilà, parce qu'il se passe un cas à Albi en ce moment, avec une petite Ukrainienne qui a été placée dans l'association ASE à Albi et qui a été... violée ou je sais pas quoi, là, enfin bon voilà. Alors, et là ça va passer, voilà, il y a un avocat, il y aura tout ce qu'il faut, mais voilà, on met les petits dans une association où les parents croient qu'ils sont bien, eh bien non, ils sont dans la gueule du loup. Alors pas partout, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Il me paraît important de ne pas projeter sur l'ensemble des éducateurs bien sûr. tous les gens qui ont des rapports. Non, vous êtes parfaitement nuancé, je le remarque à chaque émission, mais il faut pas, d'ailleurs Cécile, vous le dites aussi, mais ça n'est jamais par hasard que malheureusement, je rejoins Michael, certains vont vers un lien avec l'enfance dans quelques domaines que ce soit. Moi, c'est pas exactement ce que je veux dire. Mais... Non, mais j'interprète votre pensée. Eh ben, mal, visiblement. Jean-Claude, merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci François-Louis. Vous pouvez continuer à laisser des messages sur Facebook et sur Twitter. On les lira, bien entendu. Et 0826 300 300, comme Jean-Claude. Vous voulez témoigner, vous êtes les bienvenus. Et puis, il est content de râler dans quelques instants, Philippe David. Ah, j'ai entendu une promotion de la cocaïne à la télévision. C'est pas une plaisanterie, c'est vrai. Et vous allez même l'entendre. Et ben voilà, très bien. Et ce sera dans un instant. En attendant, on va parler crypto-monnaie. Et on se retrouve avec Thomas Binet. Juste après. Soyez les bienvenus. Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie.
Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Ce soir, je reçois Pierre Noisa, président fondateur de Pemium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui, vous allez nous parler de l'euro numérique annoncé par la BCE, vous savez, la fameuse Banque Centrale Européenne. Justement, de quoi s'agit-il, Pierre ? Oui Thomas, la BCE a annoncé qu'elle travaillait sur ce projet qui signifie que chacun de nous pourrait avoir un compte à la BCE puisque ces euros numériques circuleraient sur une blockchain comme des stablecoins, mais une blockchain contrôlée par la BCE. Je profite de l'occasion pour rappeler que les stablecoins sont des crypto-monnaies dont la valeur est adossée à un actif stable comme le dollar ou l'euro afin de réduire la volatilité des prix. Merci pour cette précision Pierre, mais du coup, quel en serait l'intérêt ? Alors, observons d'abord que l'euro numérique apparaît comme une réponse publique et régulée aux stablecoins qui captent une part croissante des flux transfrontaliers. La BCE tente de préserver la souveraineté monétaire européenne. En effet, les stablecoins adossés au dollar, comme USDT, avec une capitalisation de plus de 150 milliards de dollars, dominent 80% des échanges crypto, exposant l'Europe à un risque de dollarisation numérique. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment ça fonctionne tout ça ? Alors, selon les dernières annonces de la BCE en octobre 2025, mois dernier, ce projet serait en phase de déploiement expérimental avec une infrastructure hybride intégrant des blockchains ouvertes comme Ethereum ou Solana, pour favoriser les flux internationaux. Mais alors, pourquoi, c'est une question aussi qu'on se pose souvent, certaines banques s'inquiètent-elles de cette situation ? Oui, parce que l'euro numérique serait émis par la BCE et les banques centrales nationales. Les banques craignent d'être court-circuitées. En effet, si vous avez un compte à la BCE grâce à l'euro numérique et que vous obtenez vos prêts via la finance décentralisée, la fameuse DeFi, vous pourriez vous passer d'un compte bancaire ouvert dans une banque commerciale privée. En réponse à cette inquiétude, la BCE affirme que l'euro numérique sera accessible via les banques ou les plateformes PSAN, avec un plafond de détention de 3 000 € par utilisateur pour éviter cette désintermédiation bancaire. Mais est-ce que du coup, les utilisateurs vont abandonner les stablecoins au profit de l'euro numérique de la Banque Centrale Européenne ? Ce n'est pas sûr, Thomas. L'euro numérique bénéficie certes de la garantie de parité avec l'euro de la BCE. Il est donc immunisé contre les déboires qui ont affecté certains stablecoins algorithmiques, comme la faillite du stablecoin dollar Terra en 2022. Mais il porte en lui le risque inhérent à un stablecoin émis par une organisation centrale comme la BCE. Je veux parler du risque d'abus de pouvoir. Alors du coup, comment ce risque pourrait-il se manifester concrètement ? Alors, pour les citoyens européens utilisateurs de stablecoin, il y a déjà un risque réel de disparition progressive de la concurrence. La BCE supervise les comptes bancaires en euros et pourrait donc rendre la vie impossible aux émetteurs de stablecoin euros par la réglementation. Il ne pourrait plus détenir de réserves en euros ou bien ces réserves pourraient être gelées. Ensuite, il y a un risque encore plus grand de censure des transactions car l'émetteur, la BCE, serait à la fois le régulateur et l'opérateur des systèmes de paiement en euros. Alors du coup, les deux risques se combinent contre nos intérêts, à nous. Tout à fait, Thomas. C'est pourquoi de nombreuses voix mettent en garde contre ce projet de la BCE. La surveillance généralisée rendue possible par la technologie, associée à un monopole sur les moyens de paiement, forment une combinaison potentiellement létale pour nos libertés. Ce Big Brother pourrait non seulement surveiller toutes nos transactions, mais aussi les censurer à sa guise. Les citoyens européens seraient à la merci des lobbies qui veulent nous dicter nos comportements, que ce soit au nom de l'écologie, de la tolérance ou de la solidarité, de beaux concepts trop souvent détournés par des gens qui ont un fonds de commerce politique. On ne serait plus très loin d'un régime comme celui qui sévit en Chine. Il y a un réel danger selon vous ? Oui Thomas, car la BCE a beau vouloir rassurer en affirmant que les transactions en euros numériques seront confidentielles comme le cash, les billets et les pièces, on peut douter que cette assurance tienne dans la durée. L'histoire a démontré souvent que des gens dotés de grands pouvoirs finissent par en abuser. Heureusement, les États-Unis, grâce notamment au Genius Act de Donald Trump, continuent de proposer une alternative plus libre avec les stablecoins dollars. En gros, la BCE a choisi la mauvaise option. Au lieu de déréguler, elle veut prendre le contrôle des stablecoins euros. Et ce faisant, elle risque de pousser les Européens vers les stablecoins dollars. Merci Pierre pour votre analyse. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Moi, j'aime bien faire ma maîtresse d'école. J'aime bien ça. Ah oui. Et je prends ma petite feuille. Philippe Bilger. Présent. Voilà. Mickaël Sadoun. Présent, madame. Et Philippe David. Sir, yes, sir. Voilà. Oh, les dons. il est remonté comme une pompe. Je ne sais pas. Il y a plusieurs personnes dans le corps de Philippe David. Je vous le dis tout de suite. Non. Dans ma tête, oui. Dans mon corps, non. Pourtant, il y a la place. Oui, je dirais que votre tête est petite. Venez. Non seulement il y a de la place, mais il y a des trucs à bouffer. Allez. Oh, ça va, écoutez, ça va. On peut rire quand même. Allez, soyez les bienvenus. Bienvenue sur Sud Radio. C'est Parlons vrai. Tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même de deux grands villages puisqu'il s'agit de Marseille et Le Havre. Pourquoi Marseille et Le Havre? Parce que ce sont les deux plus grands ports français et qu'on peut donc considérer qu'il s'agit de deux portes d'entrée principales de la cocaïne en France. Une cocaïne dont on a appris qu'elle est beaucoup plus consommée que le cannabis aujourd'hui, qui fait lui aussi des ravages, puisque le marché de cette drogue venue d'Amérique latine représente 3,1 milliards d'euros contre 2,7 pour le cannabis. Et j'avoue ne pas comprendre comment la France, pays le plus gavé d'aides diverses et variées avec un État nounou, plus nounou que partout ailleurs, a pu devenir un pays dans lequel autant de gens ont besoin de se droguer. Pourtant, certains tentent d'expliquer cet état de fait dramatique. On écoute ceci. La cocaïne, non, excite en fait. Et qu'est-ce qu'on est? On est face en fait à des sociétés où on doit être un bon travailleur, un bon cadre, un bon père, un bon amant. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où la drogue rentre en jeu. Et même pour la fête, alors oui, elle est festive la cocaïne, mais attention, elle est festive aussi parce que les gens ont besoin de se changer les idées. Et ça, à mon avis, la grande erreur du gouvernement, c'est de ne pas ouvrir ce grand débat national par rapport, et à mon avis, on connaît tous des gens qui se droguent dans notre environnement, vous voyez. Vous venez d'entendre le journaliste Frédéric Saliba sur France Info TV. Des propos qui me révoltent tant ils sont faux et banalisent l'usage d'une drogue dure, qu'on le veuille ou non. On peut être un bon travailleur, un bon cadre, sans se faire des rails de coke, comme on peut être un grand champion, même un très grand champion, sans se doper. En tant que fils, je préfère avoir eu un père qui buvait un verre ou deux de vin à table au dîner et qui ne fumait pas un père drogué. Et en tant que père qui était cadre et travaillait beaucoup avec énormément de déplacements, je pense que mes enfants ont préféré avoir un père qui n'a jamais fumé un pétard de sa vie à un père toxicomane. Pour le bon amant, je n'ai pas d'infos si la cocaïne rend plus performant ou pas, mais je pense qu'on peut être un bon amant ou une bonne maîtresse sans se faire un rail de coke avant de faire l'amour. Enfin, pour se changer les idées, regarder un beau match, aller au cinéma ou au théâtre, voir de la famille ou des amis, marcher en forêt ou en montagne, visiter un musée ou écouter le bruit de la mer me semble excellent, mais peut-être suis-je encore une fois un peu ringard avec des loisirs d'une telle banalité. Vous êtes sur de mauvais rails, Philippe. Merci. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Philippe, tout de même, que dans ce qu'il dit, il y a des explications qui peuvent non pas justifier, bien sûr, mais qui peuvent faire comprendre pourquoi certains en prennent. À force d'expliquer l'inexplicable, on justifie l'injustifiable. Pas du tout. En plus, c'est de la... Enfin, désolé, là, je suis pas d'accord avec toi, mais le commentaire du journaliste, c'est de la philosophie de comptoir, puisqu'il y a aussi l'explosion de drogue qui endorme les gens. Oui. Donc, je comprends pas, c'est une analyse de société qui me semble impertinente, c'est vraiment de la philosophie de bazar. Ça n'est pas vrai, Mickaël. Je suis d'accord avec Mickaël. Lorsqu'on examine aujourd'hui pour quelles raisons la cocaïne a pris un essor totalement délétère, c'est pour ces raisons-là. Et le gars, ce que je lui reproche, c'est de donner une explication qui n'est pas loin chez lui de ressembler à une compréhension. C'est la compréhension. Se changer les idées, moi j'ai d'autres choses. Oui, mais attendez. Non, mais c'est très grave. C'est très grave de dire ça. C'est limite de l'apologie de la drogue pour moi. Oui, comme si c'était facile. Allez, vous voulez être performant, vous prenez un rail de coke. Enfin, j'hallucine. Je comprends même pas qu'on diffuse ce genre de choses. Pas vous, Philippe David, bien entendu. Qu'on laisse la parole à des gens qui disent ça. Je suis totalement contre. Vous avez remarqué ou pas? Voilà, pour une fois que je donne mon avis. Vous restez avec nous. Mais c'est bien, surtout quand vous êtes d'accord avec moi. Oui.
Oh, c'est vrai. Est-ce qu'on peut le marquer dans l'agenda? Allez, soyez les bienvenus. En tout cas, vous pouvez réécouter ce coup de gueule, bien entendu, sur nos plateformes. Et n'hésitez pas à le partager, bien entendu, comme à chaque fois. Vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur cette question du soir, sur cette commission d'enquête du Louvre, Philippe. Et on vous pose cette question. Commission d'enquête du Louvre, faut-il des sanctions contre la direction? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir? On attend vos appels si vous n'en pouvez plus de cette palinodie à répétition de tout ce qui se passe au Louvre au 0826 300 300. Et notre invité sera Agnès Sévren, qui est porte-parole LR et membre de la commission de la culture du Sénat. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h30. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et il y a des indignations à géométrie variable, mais je pense que ce qui concerne en tout cas la commission d'enquête du Louvre, mon cher Philippe David, je crois qu'elle est collégiale, parce qu'on va revenir sur ce rapport sur le casse du Louvre, qui est visiblement accablant, avec une longue liste de déficiences, et puis avec cette question du jour. On vous pose cette question, commission d'enquête du Louvre, faut-il des sanctions contre la direction? Eh bien vous dites tout à 95%. Vous voulez réagir? On attend vos appels au 0826 300 300. Soyez les bienvenus pour la question du soir. Les quais de Paris sont encore endormis en ce dimanche matin. Il est 9h30 lorsque ce camion nacelle arrive sous les fenêtres du musée du Louvre sur le quai François Mitterrand, donc vraiment à la vue de tous. Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça? Ils arrivent à l'intérieur dans la galerie. Il y a 3 agents de surveillance qui se trouvent dans la galerie et 2 autres qui sont dans des salles adjacentes et qui vont immédiatement arriver en renfort. Alors moi je vous le dis, je vous soupçonne d'être un gros nul. Ils s'emparent des 9 bijoux qui se trouvent à l'intérieur, comme la couronne de l'impératrice Eugénie. Rendez le bijou de la couronne. Ils repartent immédiatement par la porte-fenêtre. Fin de l'opération qui aura duré 3 minutes et 58 secondes. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Les vraies voix Sud Radio. Bravo à Maxime. Oui, après plus de sérieux, 2 mois après le cambriolage du Louvre, les conclusions de l'enquête administrative donc sont dévoilées ce mercredi au Sénat, et Agnès Sévren y était, porte-parole LR et membre de la commission de la culture du Sénat. Agnès Sévren, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci. Peut-être rappeler ce que vous avez vécu dans cette commission et ce qui vous semble, vous, déjà le plus grave. Écoutez, l'enquête administrative est totalement accablante pour la gouvernance du musée particulièrement. Parce qu'en fait, la sécurité n'a jamais été une priorité, et malgré toutes les alertes qui étaient présentes dans tous les audits de sécurité qui confirmaient systématiquement en fait, la vulnérabilité du plus grand musée du monde. Moi, j'ai retenu plusieurs enseignements. Le premier, c'est la sous-estimation du risque de vol à l'intérieur du musée. Concrètement, ça veut dire que, en fait, la vétusté du PC sécurité, moi je me suis rendue sur place avec mes collègues sénateurs, on a été ahuris quand on est allé au lendemain du cambriolage dans la galerie d'Apollon de voir la vétusté, en fait, même des ordinateurs, des écrans. Et là, le rapport le confirme, c'est qu'il y avait une insuffisance, en fait, d'écran pour afficher en direct toutes les images qui étaient filmées et qui, du coup, empêchaient en fait toute réactivité. Concrètement, ça veut dire qu'en fait, il y avait bien une caméra extérieure qui a parfaitement bien filmé et fonctionné pour visionner en fait l'installation de la nacelle, mais elle n'apparaissait pas en fait à l'écran. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'y avait pas de simultanéité compte tenu de cette insuffisance des écrans pour regarder en direct en fait les images qui étaient filmées. Et donc il a fallu plusieurs minutes aux agents du PC pour aller chercher les images, mais c'était trop tard parce qu'en fait les voleurs avaient déjà quitté la galerie d'Apollon. Et c'est cette insuffisance en fait qui est gravissime parce qu'on se dit c'est pas un musée du 21e siècle, c'est indigne d'un musée qui reçoit plus de 10 millions de visiteurs par an. Oui, c'est ça. Philippe Bilger. La destinée de Laurence Descartes est tout de même étrange. Elle est nommée, on la porte au nu. Il y a ce cambriolage, ce braquage qui est fait. À partir de là, l'illusion est dissipée. Il y a une multitude de dysfonctionnements qui sont révélés. Alors, pour répondre un tout petit peu à la question de Sud Radio, il faut lui reconnaître un petit mérite, c'est qu'elle a tout de même proposé
proposé de démissionner et le président de la République a refusé sa démission. Enfin, il pouvait démissionner tout court. Hein. Ouais, je sais pas s'il y a quelque chose d'illusoire dans ça, dans le genre je te propose ma démission et toi tu refuses et comme ça on donne quelque chose au public. Je ne sais pas à quel point c'est illusoire, si en effet c'était sincère, c'est à son honneur, mais simplement sans vouloir découper de tête et sans vouloir dire que ça aurait pu arriver à d'autres personnes. C'est pas la question, c'est pas une question de dire qu'elle est nulle, mais simplement par rapport au grand public. Il y a eu des alertes quand même de certaines personnes. Hein. Oui, bien sûr. Et par rapport simplement aux citoyens, c'est toujours bien de désigner à un moment un responsable et de leur dire on a fait en sorte que les choses changent à l'avenir. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de dire bon bah vous inquiétez pas, maintenant on va travailler. Excusez-moi, on risque de passer pour le Fouquier-Tinville du soir ou le Saint-Just du soir. Moi, je n'en peux plus de cette haute fonction publique, de cette caste qui est toujours dans la rhétorique du responsable mais pas coupable. Bon, bah là, les joyaux ont disparu, c'est pas grave, responsable mais pas coupable. Georgina Dufoy, pareil. Les Français n'en peuvent plus. C'est vraiment ça, Agnès Evren, vous qui êtes sénatrice, responsable mais pas coupable, entre gens de bonne compagnie, et je vais utiliser un mot qui va peut-être être mal interprété, mais de la caste, bon, on se fait pas de mal, vous savez, comme disait le proverbe, deux crocodiles fréquentant le même barigou ne se dévorent pas entre eux. Deux choses, Agnès Evren, c'est juste de se dire que vous dites qu'il y a une chaîne de responsabilité, donc ça veut dire que c'est du sol au plafond, et on a entendu dire que le Louvre est quand même a un budget quand même très important, donc ça veut dire qu'il aurait pu être alloué à cette sécurité. Agnès Evren. Agnès, vous êtes avec nous ? Allô. On l'a perdu ? Allô ? Oui. Pardon, je suis là. Non, on ne peut pas expliquer aux Français que le plus grand musée du monde a pu être cambriolé aussi simplement, aussi facilement, en quelques minutes et en plein jour, sans qu'il y ait de responsables. Et là, on assiste à un concours de la défausse entre toutes les équipes. On a l'impression que personne n'est responsable, ni de la sécurité des hommes, ni de la sécurité du Louvre. Donc moi, je le dis, elle avait remis sa démission, comme ça a été dit, mais elle l'avait remise à l'oral. Il n'y a jamais eu d'écrit. Et donc, moi, je le redis, certes, Madame Dati, la ministre, avait refusé parce qu'elle avait présenté sa démission 10 minutes après le cambriolage, mais aujourd'hui, compte tenu de cette succession de défaillances et de rapports qui démontrent, en fait, qu'il y a eu des mauvais choix faits au niveau de la gouvernance, moi, je dis, la présidente Laurence Descartes doit représenter sa démission face à tous ces nouveaux éléments que nous avons. C'est juste une question de responsabilité. Madame Dati l'avait refusé. Et je pense que cette fois-ci, honnêtement, elle devrait elle-même présenter sa démission, parce qu'on voit bien qu'il y a des choix qui ont été faits qui n'étaient pas les bons. Depuis 2019, il y avait ce rapport Van Cleef qui avait été commandé par Van Cleef et qui pointait la vulnérabilité, par exemple, de la fenêtre de la galerie d'Apollon, par laquelle sont entrés les cambrioleurs, et il avait été conseillé en fait de la renforcer pour qu'elle résiste mieux. Mais 6 ans après, il ne s'est strictement rien passé, et pourtant, Madame Laurence Descartes était la présidente du musée. Mais Agnès Evren, ce que je vous disais, on est d'accord que ça n'est pas un problème d'argent, puisque le Louvre a de l'argent, enfin un budget. Non, c'est un problème, d'indifférence sur la sécurité. Ils ont toujours privilégié la politique ambitieuse d'acquisition des œuvres et du Louvre Renaissance, qui est le réaménagement de la cuisine, réaménagement des salles d'entrée, et pas du tout la sécurité. C'est-à-dire que c'est la sous-estimation absolue du fait que le plus grand musée du monde pouvait être cambriolé. C'est-à-dire que pendant 20 ans, il y a une forme d'incurie, d'inertie, à penser que ce musée n'était pas vulnérable. Or, c'est tout l'inverse. Et j'ai même appris ce matin quelque chose qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'en fait, figurez-vous qu'il n'y a même pas eu de tuilage. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu la passation, quand Madame Descartes est arrivée en 2021, normalement son prédécesseur, qui avait ce rapport entre les mains, le fameux rapport Van Cleef, qui disait toutes les vulnérabilités, en fait, il ne lui a pas transmis. Donc elle n'était même pas au courant de l'existence de ce rapport. Enfin, c'est ça qui est quand même. Il n'y a eu aucune transmission dans n'importe quelle entreprise privée. Quand on arrive, le nouveau demande au prédécesseur de lui présenter tous les dossiers un peu sensibles sur lesquels ils vont travailler ensemble. C'est la continuité du service public. Eh bien, cette continuité n'a pas été assurée puisque, en fait, le prédécesseur ne l'a pas informé, Madame Descartes, de l'existence de ce rapport. Et ça, c'est gravissime parce que chacun travaillait en silo, en fait. C'est très français, ça, malheureusement. C'est vrai, mais est-ce que vous considérez, comme on l'a laissé entendre, que la part somptuaire a eu trop d'importance dans cette présidence et que notamment on a fait un certain nombre de dépenses un peu inutiles? Je le confirme, d'autant que le rapport de la Cour des comptes le pointe également en disant qu'il y a eu ce projet Louvre Renaissance qui était pharaonique
et que peut-être il faudrait lever un peu le pied pour mettre désormais l'essentiel, flécher tous les budgets sur la sûreté. Il y a un autre sujet d'ailleurs qui le montre, c'est qu'aujourd'hui, dites-vous une chose, c'est qu'il n'y a pas de direction de la sûreté au musée. Il y a une direction de la sûreté et de la surveillance, mais tout a été fait en fait pour l'accueil du public et très peu pour la sûreté. Donc là, ils vont enfin décider, au bout de 6 ans, de nommer, de désigner une personnalité qui sera en charge de la sûreté. Vous savez, moi j'ai pointé aussi une autre défaillance, c'est que pour être président d'un musée, il faut avoir le titre de conservateur. Donc il y a des conservateurs qui sont excellents, mais qui ne sont pas doués pour le management. Ouais. Et là, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre à côté d'un président de musée conservateur une personnalité qui soit capable, comme on l'a fait pour Notre-Dame en 5 ans, qui soit capable de prendre le taureau par les cornes et d'essayer d'agir de façon très efficace et rapide surtout. Ouais, et puis ça peut-être se décliner, bien entendu, sur tous les musées de Paris et de France. Merci beaucoup, Madame la sénatrice de Paris, porte-parole LR et membre de la commission de la culture du Sénat. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Et tout de suite, un peu de bonheur. Bah oui, j'ai envie de dire. Et Philippe, tout de suite, Philippe Bilger se dit, on parle de moi quand on parle de bonheur. Mais aussi, quand Philippe. Vous êtes là, en tout cas, ma chère Cécile. Et on a le plaisir d'accueillir Christine. Bonsoir, Christine. Bonsoir. Bonsoir Cécile. Bonsoir toute l'équipe. Christine qui nous appelle de Brunois dans le 91. Comment ça va, Christine? Mais écoute, je suis ravie, je suis très bien. J'attends Noël avec impatience, bien sûr. Et ben voilà, c'est un jeu. Et ben vous avez bien raison et on vous en remercie, puisque grâce à votre fidélité, vous allez pouvoir remporter ce très beau cadeau qui est un bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Non, pas du tout. Non, je vous dis non, pas du tout. Je vous dis n'importe quoi. Au château Beaupin. Bah non, c'est le château. Bah bien entendu. Encore mieux. J'ai failli vous spolier, c'est pas possible. Maintenant, vous avez remporté, un séjour pour 2 personnes au château Beaupin à Marseille. Voilà. Pas du tout. Bah non, voilà, je remets le cadeau. J'ai pris un autre cadeau. C'est pas grave. Je vais le rendre. Vous inquiétez pas, je vais le rendre. En tout cas, vous allez pouvoir passer un très joli moment dans un site exceptionnel, dans une somptueuse demeure du 19e siècle avec des éléments architecturaux classés. C'est magnifique. Il y a un parc sublime. Vous allez être à quelques minutes de la plage, de la Pointe Rouge. En tout cas, vous serez vraiment traité comme une reine, si je puis dire. Ce sera magnifique. En tout cas, on est très heureux de vous proposer ce sujet et ce cadeau. Je vais y arriver. Et vous allez partir avec qui, Christine? Avec mon amoureux. Il en a de la chance. Il en a, bien entendu. Et notre cri de la joie? Excusez-moi, Christine, mais comme c'est un cadeau à Marseille, ça aurait pu être peu cher, quelque chose comme ça. Christine, je reformule ma question. Je parlais pas de votre petite amie, je parlais du jeu, de le cri de la joie du jeu. Allez, on y retourne, Christine. Allez-y. Le cri de la joie. Merveilleux. Elle est déjà prête à la vie de château. Alors Christine, on vous souhaite un bon moment au château. Au château de Beaupin. On vous embrasse, Christine. En tout cas, merci. On vous embrasse. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Et puis, bien entendu, continuez comme Christine à nous écouter. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Philippe David, bien entendu. Toujours. L'église est maintenant au centre du village. Merci, Philippe. Merci beaucoup, Mickaël Sadoun. En tout cas, et dans un instant, on va vous parler de cybersécurité, puisque les PME aujourd'hui, face à aux cyberattaques, on va en parler dans quelques instants avec le maire du 17e arrondissement et 2 entreprises passionnantes. On en parle dans un instant jusqu'à 20h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons